Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. Le monde entre en 2025 après une année marquée par des conflits armés majeurs, y compris les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. Que nous réserve 2025 ? Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Zakaria Abou-Dahab, professeur des relations internationales. Bonjour Monsieur Abou-Dahab, merci d'être avec nous et on vous souhaite une très bonne année 2025. Merci à vous, Madame Sana. Meilleurs vœux, Inch'Allah. Merci. Merci également. Alors, en ce 1er janvier 2025, quelles sont, selon vous, les perspectives pour cette nouvelle année ? À quoi peut-on s'attendre sur le plan géopolitique ? Merci encore. C'est une bonne question pour démarrer le 1er janvier 2025, puisque on fait une sorte de cartographie générale aujourd'hui sur le plan géopolitique, et notamment en ce qui concerne la question de la conflictualité. On voit quand même malheureusement qu'il y a encore des zones dites chrysogènes, de tensions. On peut citer d'abord pour ce qui est de notre continent, le conflit hélas permanent au Soudan, avec son lot de drames humains, etc. On peut également évoquer la situation en Libye, quand bien même il y a des tentatives de stabilisation, mais quand même les perspectives restent incertaines pour 2025. On peut également questionner, interroger la situation au Sahel et généralement la mobilité des groupes terroristes et extrémistes également qui profitent parfois des interstices pour mener leurs actions subversives, etc. On peut aller au Moyen-Orient. On peut également parler de situations qui ne sont pas toutes définitivement stabilisées. Évidemment, on ne peut pas ne pas citer, hélas, le cas effrayant de l'après-7 octobre jusqu'à aujourd'hui, ainsi que d'autres. Mais également, on pourrait, Madame Sana, élargir le spectre et parler d'autres aspects en dehors de la question de la conflictualité ou des zones chrysogènes. Mais de façon générale, il y a peut-être des permanences. Il y aurait probablement quelques changements. Je ne dirais pas des ruptures systématiques ou radicales. On s'attend évidemment à ce qu'il y ait probablement des apaisements, notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et probablement aussi une atténuation de la situation au Moyen-Orient avec des perspectives qui resteraient évidemment à déterminer en fonction des indicateurs, des indices disponibles. Justement, M. Abou-Dahab, au Proche-Orient, concernant la guerre entre le Hamas palestinien et Israël, quel destin pour Gaza l'année 2025 peut-elle ouvrir des perspectives de paix dans la région ? Hier, quand à Sydney, il y a eu les feux d'artifice lancés pour fêter le passage à 2025, le commentateur d'une chaîne avait, de façon un peu ironique à parler, mais aussi réaliste, dit au moment où on lance les feux d'artifice pour fêter le passage à 2025, hélas ailleurs, à Gaza notamment, les enfants, les gens souffrent du froid en particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette image malheureusement contrastée et paradoxale aussi, que Gaza est meurtrie, elle est complètement détruite. Mais au niveau des horizons, on va dire à court terme, moyen terme, il y a des perspectives de conclusion d'une trêve, quand bien même parfois elle n'est pas respectée, notamment du côté israélien, des tractations ou des négociations, des pourparlers, je dirais, c'est mieux que des négociations, qui sont menées aujourd'hui grâce aussi à la médiation qatari, égyptienne, mais également états-unienne, pour au moins entrevoir des possibilités d'un armistice qui permettrait par la suite de sortir de ce goulot d'étranglement. Nous avons écouté l'intervention de M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à l'occasion précisément du Nouvel An 2025, en parlant d'une situation intenable. Par exemple, les hôpitaux ne peuvent plus servir les prestations, les données, etc. Mais ce qu'on peut dire, probablement, et là c'est un souhait prémesuré, que pour Donald Trump, les mandats de 4 ans seraient peut-être marqués par une action opérante nécessitant ou tendant vers la stabilisation de la situation. Il faut que l'offensive israélienne cesse. Évidemment, on ne parle pas seulement de Gaza, on parle de la Syrie, on parle du Liban, on parle d'un Iran qui de plus en plus est démantelé du point de vue de son croissant chiite qu'il a monté depuis 1979. Et donc, globalement, encore une fois, c'est un exemple, en réalité, Madame Sana, qui ne date pas d'aujourd'hui, il est très ancien, donc c'est une sorte de
permanente malheureusement, mais il faut aussi que la communauté internationale assume ses responsabilités Puisque par rapport à ces crises. vous avez parlé de l'Iran après plus d'un an de guerre entre le Hamas et Israël, puis contre le Hezbollah au Liban. Israël semble avoir fait perdre à l'Iran son axe de la résistance. À quel point l'Iran est-elle affaiblie? L'Iran est affaibli de l'intérieur et de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il est pointé du doigt de plus en plus, car même du côté de pas mal de pays arabes et du côté des populations généralement, qui à un moment donné peut-être étaient un peu, comment dirais-je, influencés par ce modèle que je mets entre guillemets, en réalité, c'est avéré que l'action iranienne au niveau du Moyen-Orient a été très nocive. D'autres diront que non, l'Iran est parvenu à résister à l'occupant israélien, etc. Mais en réalité, quand on voit un peu les choses de plus près, le bilan reste quand même négatif de mon point de vue quand on voit que l'action menée par l'Iran n'a pas apporté des solutions ou des points positifs par rapport à la résolution de la question palestinienne. La question palestinienne est traitée dans le cadre de la Ligue arabe, dans le cadre de la solution qui a été actée en 2002. Et il faudrait absolument aujourd'hui, et là évidemment on louche vers le nouveau régime qui s'installe après la déchéance du régime de Bachar el-Assad, qu'il a compris la nécessité précisément de couper tout ce cordon ou ces liens, les profits financés et soutenus par l'Iran, car au final, ils n'ont pas apporté grand-chose. Au contraire, ils ont enfoncé le clou. Et donc on peut dire aujourd'hui, Madame Sana, que géopolitiquement, sur le plan régional, mais il faut quand même faire attention au niveau des qualifications ou des qualificatifs, que l'Iran désormais privé de ses proxys, notamment le Hezbollah qui est quasiment annihilé. Parlant de la guerre russo-ukrainienne en Ukraine, le 1er janvier 2025 marque l'entrée dans une troisième année de guerre totale, malgré la prise de contrôle réussie d'une partie de la région de Koursk. L'Ukraine n'a pas réussi à regagner les territoires occupés par la Russie. Kiev est confrontée à une pénurie d'hommes et elle est dépendante de l'aide occidentale. Les perspectives de 2025 pour l'Ukraine s'annoncent-elles difficiles? Très difficile, Madame Sana, puisque même vous avez parlé du guerre totale. Il y a ce risque de dégénérescence. Mais au final, aujourd'hui, ce que nous savons, c'est qu'en dépit de toutes les actions menées contre la Russie, que ce soit celles qui ont été entreprises par l'ONU, notamment l'Assemblée générale des sanctions, que ce soit même l'action de la CPI, la Cour pénale internationale, mandat délivré contre M. Poutine, que ce soit les sanctions édictées par les États-Unis, que ce soit la dissuasion de l'OTAN, que ce soit les sanctions édictées par l'Union européenne et tout le soutien en milliards d'euros et en milliards de dollars donné à Kiev, aujourd'hui on peut se poser la question jusqu'où cette stratégie allait dissuader la Russie, rebuter ce pays qui signe et persiste sous M. Poutine, qui considère toujours qu'il est de son droit et son devoir et que la Russie est légitimement fondée à repousser cette action, on va dire, déstabilisatrice, selon ses dires, menée par une coalition occidentale, appuyée par les États-Unis, appuyée par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus peut-être un changement du mode opératoire perceptible du côté notamment des États-Unis avec M. Donald Trump. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, peut-être le moment d'inflexion va commencer à partir du 20 janvier 2025 avec l'investiture de M. Donald Trump pour voir au final s'il a des moyens compte tenu peut-être de ses rapports positifs avec M. Poutine. Déjà, il a commencé à le faire préalablement en rencontrant M. Zelensky, le président de l'Ukraine, pour au moins qu'il y ait un armistice, une cessation des hostilités pour pouvoir passer par la suite à des négociations qui sont longues. Et là, j'ai en mémoire le grand diplomate qui nous a quitté l'année dernière, M. Henry Kissinger, qui pour lui, il faut plutôt privilégier les voies négociatoires. Et il avait dit, Mme Sana, que l'Ukraine doit quand même donner quelques concessions et je crois que c'est aussi l'approche de M. Trump à la Russie pour sortir de cette crise endémique.
Vous avez évoqué Donald Trump. Aux États-Unis, Donald Trump sera investi président le 20 janvier. Son approche centrée sur America First remet en question l'OTAN et les traités multilatéraux. Peut-on dire que Donald Trump incarne une rupture géopolitique majeure et que faut-il attendre de Trump en 2025 ? Oui. Il a son propre style, c'est une stratégie, on le sait, qui est offensive, mais en même temps, la spécificité de son second mandat, c'est vrai qu'au départ, on ne le connaissait pas assez. Aujourd'hui, le Trumpisme, aujourd'hui, est devenu une sorte de doctrine qui s'enseigne même et sur laquelle ou sur lequel le Trumpisme, on a écrit énormément d'articles dans des écrits savants, dans des revues internationales, comme Foreign First, etc., etc. Les Européens le connaissent bien, mais aujourd'hui, les Européens doivent aussi mettre de l'eau dans leur vin parce qu'ils doivent composer avec un Trump renforcé, avec une légitimité aussi renforcée au regard du score atteint lors du scrutin de novembre, le 5 novembre 2024, on s'en souvient. Et toutes les capitales mondiales, les européennes en particulier, l'avaient félicité. Et je crois qu'il y aura une sorte de deal pour, premièrement, évidemment, sauver l'OTAN. Il a brandi la menace du retrait au cas où les Européens ne mettent pas davantage la main à la poche pour financer leur parapluie sécuritaire, parce qu'au dire même de Trump, dans quelques années, il y avait une sorte de crise avec M. Macron au sujet de l'intervention de la Turquie au nord de la Syrie pour traquer les Kurdes, dont M. Macron a parlé de la mort cérébrale de l'OTAN. Donc au final, aujourd'hui, c'est vrai, il y a une doctrine. Le danger, c'est malheureusement le démantèlement d'un certain nombre d'accords multilatéraux, et surtout l'accord de Paris, par exemple, sur le changement climatique 2015. On peut se poser la question de devenir de la relation avec l'Iran et notamment les pourparlers sur le nucléaire. Mais de façon générale, moi je crois que M. Trump est l'homme de la situation aujourd'hui. Bon, pour les États-Unis, les affaires internes, c'est une question interne. Mais sur le plan de la géopolitique, Madame Tana, moi je ne dirais pas qu'il y aurait une rupture. Il y aura du changement. Il va marquer ces 4 ans par des actions, on va dire, concrètes sur le terrain, on le sait. Il a une approche très pragmatique, mais économique et géoéconomique, des choses qui font en tenir compte. Monsieur Zakaria Abou-Dahab, je vous remercie pour cet éclairage. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales. Merci Madame Tana, merci à vous. Bonne année, au revoir.